universelle et on lui doit pour une grande partie la préparation de cette exposition de l'Alliance israélite universelle. Alors Ariel Danan a voué son travail de militant engagé dans l'éducation, dans la culture et dans les études universitaires. Et il continue aujourd'hui dans la fondation Alain de Rothschild à travailler au service de la communauté et plus large de la cité. Ariel Danan, merci d'avoir accepté notre invitation et on va découvrir avec lui comment on est passé de la méconnaissance du judaïsme marocain à la reconnaissance. Et ça va être quelque chose de très important et on passera, je vous propose qu'il y ait 40 minutes de conférence et on passera aux questions-réponses tout à l'heure en fin de salle. Et... On salue M. Thierry Ebrecht, qui est le représentant de la région Île-de-France de Valérie Pécresse. Si Valérie Pécresse était là, on lui aurait offert un verre de thé. Alors, donc, la soirée, si vous êtes d'accord, on va commencer 40 minutes avec M. Ariel Danan, et ensuite, questions-réponses avec la salle. Merci, Ariel. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Et évidemment, tous mes remerciements à Albert Elharar, évidemment, pour cette magnifique semaine organisée. Et à mon cher ami Rafi Marciano, qui a fait beaucoup trop d'éloges et qui donc me met une pression absolument incroyable pour les prochaines minutes. Alors, je vais commencer avec vous par une énigme que j'essaierai de résoudre en conclusion de mon propos. Simplement, je me sens juif marocain. Je me définis souvent, alors j'ai beaucoup de définitions, on a tous énormément d'identités aujourd'hui. Je suis évidemment français, mais j'ai souvent tendance à me définir comme étant un juif marocain. Alors, soyons un tout petit peu plus précis. En général, c'est pas tant juif marocain, mais juif de Fès comme technique pour me définir. Mais pour autant, on pourrait s'en étonner, étant donné que je ne suis pas né à Fès, que je n'y ai pas vécu, que malheureusement mes séjours au Maroc se comptent sur les doigts d'une main, et que je ne parle pas la langue arabe à ma grande honte, et que donc mes liens avec le Maroc pourraient être quand même assez tenus pour une personne extérieure. Je rajoute à cela que, comme le rappelait en filigrane Rafi, mon père évidemment est né à Fès, donc ma famille paternelle est Ma famille paternelle est originaire de Fès, mais ce n'est pas le cas de ma famille maternelle. Et pour autant, en termes d'identité, c'est bien l'identité marocaine qui prédomine, l'identité juive marocaine qui prédomine chez moi. Et donc, durant ces quelques minutes, avec quelques réflexions personnelles, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est cette identité qui m'importe tellement pour moi, juif français, né en France, vivant au XXIe siècle à Paris. Et dans le résumé que vous avez pu lire de ma conférence, il est marqué que le judaïsme marocain a été une prodigieuse aventure. Alors oui, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, ça reste une prodigieuse aventure, mais j'aimerais vous expliquer pourquoi. Ou en tout cas, pourquoi je considère que cela est une prodigieuse aventure. Alors je vais faire un rapide survol de l'histoire des Juifs du Maroc, ça va être extrêmement rapide, et ça va être surtout un choix extrêmement arbitraire de ma part, simplement pour vous montrer ce qui, moi, m'importe dans cette histoire et dans ce passé. Alors, une prodigieuse aventure, certes. Pourquoi, dans un premier temps? Simplement parce que c'est une histoire extrêmement ancienne. Vous le savez, évidemment, la présence juive en Afrique du Nord est très ancienne. Alors, il y a beaucoup de controverses entre les historiens. Rassurez-vous, quand en général deux historiens se rencontrent, ils ne sont jamais d'accord entre eux, c'est à peu près comme les juifs. Et donc, les historiens se divisent pour savoir à partir de quel moment les juifs sont arrivés en Afrique du Nord. Alors, en général, quand on veut étudier l'histoire antique des juifs, on n'a pas beaucoup de sources, on n'a pas beaucoup de solutions. Et on se réfère évidemment au grand historien juif Flavius Joseph, notamment qui a été
prépondérant pour la période de la destruction du Second Temple. C'est grâce à lui que nous savons ce qui s'est passé à la période de la destruction du Second Temple de Jérusalem. Et dans ses écrits, il précise également que des Juifs sont arrivés très tôt, finalement au IVe siècle avant notre ère, dans ce que l'on appelait à l'époque la Cyrénaïque, c'est-à-dire la Libye actuelle. Et également, nous avons des traces d'une présence en Égypte. Et donc, petit à petit, on peut imaginer qu'il y a des Juifs qui, d'Égypte, de Libye, sont arrivés jusqu'au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et puis, évidemment, nous savons aussi qu'il y a une présence après, cette fois-ci, la destruction du Second Temple de Jérusalem, parce que nous savons qu'il y a eu des révoltes de Juifs en Afrique du Nord contre le pouvoir romain, et que ces révoltes ont été matées, ont été réprimées par le pouvoir romain. Il y a aussi quelques preuves archéologiques, alors relativement peu au Maroc directement. Les preuves archéologiques les plus évidentes viennent de Carthage, qui est aujourd'hui dans la banlieue de Tunis. Je ne sais pas si certains se souviennent de l'exposition à l'Institut du monde arabe l'année dernière, sur laquelle je reviendrai peut-être, mais qui présentait justement de très beaux spécimens de ces traces archéologiques. Et au Maroc directement, il y a évidemment les traces à Volubilis, à côté de Meknès. Mais finalement, toutes ces traces sont assez parcellaires, et c'est aussi l'une des difficultés en histoire. C'est pas parce que nous n'avons pas de preuves que ça n'a pas existé. Vous imaginez bien qu'en 20 siècles, il y a des choses qui ont évolué, et nous avons dernière source, les sources orales finalement, et donc on pouvait retrouver dans les années 1950 un rabbin de la ville de Hakka qui expliquait que ses ancêtres, par tradition orale, il était persuadé que ses ancêtres étaient arrivés dans la région après la destruction du premier temple de Jérusalem, donc au VIe siècle avant notre ère. Et je précise tout de suite que sur toute l'Afrique du Nord, il y a des histoires comparables, puisque par exemple, c'est aussi quelque chose qui est régulièrement raconté par les Juifs de Djerba, donc de l'île en Tunisie, qui expliquent être venus après la destruction du premier temple de Jérusalem. Donc, nous pouvons déjà nous assurer que cette présence extrêmement ancienne montre une histoire sur le temps long. C'est toujours prodigieux de voir, des personnes, des générations qui se sont installées et qui ont vécu au même endroit pendant des siècles, des siècles et des siècles. Quand on compare avec les communautés juives, nous avons souvent, par exemple en Europe, il y a eu plus de flux migratoires. Il y a eu une période où les Juifs étaient plutôt dans la partie de ce qu'on appelait Ashkénaze, donc c'est l'est de la France, l'Allemagne. Après, il y a eu la Pologne qui a été un grand centre du judaïsme européen. Mais en Afrique du Nord, finalement, il y a eu une présence continue. Et en soi, cela même, il est toujours extrêmement frappant de pouvoir se rattacher à une histoire qui est tellement ancienne. Ce qui est aussi frappant, et c'est ce que je montrerai dans la plus grande partie de mon exposé, c'est les réussites intellectuelles, artistiques, commerciales qui ont marqué le judaïsme marocain. Mais toutes ces réussites ne seraient pas tellement impressionnantes si l'on ne faisait pas référence, au moins pendant un instant, aux difficultés qu'ont rencontrées les Juifs du Maroc à travers les siècles. Et ces difficultés ont été extrêmement nombreuses. Il ne faut pas non plus l'oublier, parce que ça serait finalement rendre normal et sans intérêt la réussite du judaïsme marocain si nous ne faisions pas référence aussi à tout ce qui a pu leur en coûter. Et il y a eu évidemment, vous savez, c'était une période notamment au Moyen-Âge où il y a eu de très nombreuses famines. Je n'ai pas besoin de vous parler des épidémies, des maladies qui ont décimé les populations générales du Maroc. Et puis il y a aussi un point qui concerne plus particulièrement les Juifs marocains, c'est leur statut politique. Parce que leur statut politique, qui était à la fois un statut de protection, mais également à certaines périodes, il ne faut pas le nier, d'oppression, ce statut, ils ont réussi à en faire une force. Et c'est quelque chose qui, moi, m'impressionne énormément, être capable, alors que l'on n'est pas citoyen, alors que l'on n'a pas de droit politique, et j'utilise totalement à dessein ces mots qui sont totalement anachroniques si l'on se réfère à la période du Moyen-Âge ou jusqu'à, disons, au XIXe siècle, mais c'est justement cette capacité des Juifs marocains
à survivre aux épreuves, et elles ont été nombreuses, qui rend d'autant plus leur réussite, qu'elle soit intellectuelle ou littéraire ou musicale ou que sais-je encore, aussi extraordinaire. Alors, il y a une autre date, évidemment, qui est excessivement importante, c'est 1492. Parce que 1492, c'est l'arrivée des Juifs espagnols. Mais en vous disant cela, en fait, je me trompe, je ne vous dis pas exactement ce qui s'est passé, parce que l'arrivée des Juifs espagnols, qui a bouleversé le judaïsme maghrébin, s'est fait en deux temps. Il y a eu un premier temps qui a été en 1391, où les premiers Juifs sont arrivés en Afrique du Nord, suite au massacre perpétré par les catholiques, par les rois catholiques, notamment en Castille. Et donc l'émigration des Juifs d'Espagne en Afrique du Nord se sont faites en deux temps, en 1391, puis en 1492. Et on pourrait penser à toutes sortes de parcours individuels de Juifs extrêmement bien intégrés en Espagne et qui représentent aussi finalement ce qui allait faire la réussite du judaïsme maghrébin un siècle plus tard. Le judaïsme espagnol, on a souvent parlé de l'âge d'or andalou, auquel va être mis fin, notamment à cause de la reconquête catholique de l'Espagne. Et donc, je prendrai un exemple qui ne concerne pas directement le Maroc, mais si on prend le cas de l'un des plus célèbres commentateurs de la Torah, Isaac Abrabanel, sa famille est extrêmement intéressante, puisqu'elle est originaire d'Espagne, que le grand-père d'Isaac Abrabanel va faire le choix de se convertir au catholicisme parce qu'il ne se sent pas le courage de quitter la ville de Séville, et donc il veut au moins de pure forme se convertir au catholicisme. Pour autant, il va quand même être contraint de partir au Portugal parce que la situation en Espagne est véritablement trop compliquée. Et Isaac Abrabanel va comme ça naître au Portugal. Mais il va retourner en Espagne, choix a priori surprenant. Il retourne en Espagne quelques années avant l'expulsion de 1492, persuadé par son influence de diplomate et de financier de la couronne du roi catholique de pouvoir empêcher l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il ne va évidemment pas y arriver et finalement, alors lui ne va pas rejoindre le Maghreb, mais il va finir sa vie en Italie. Et donc si on prend finalement les chiffres qui marquent l'expulsion des Juifs d'Espagne à la fin du XVe siècle, on compte, et alors c'est compliqué évidemment d'avoir des chiffres extrêmement précis, mais il y aurait eu entre 40 000 et 100 000 départs pour 250 000 Juifs qui, par la force des choses, ont été obligés de se convertir. Et alors sur ces Juifs qui sont partis, je suis obligé de vous raconter une histoire familiale, parce que j'ai eu un oncle, malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui, chaque année, très régulièrement, nous racontait l'histoire de sa famille. Et l'histoire de sa famille, c'était deux frères qui, obligés de quitter l'Espagne, vont faire le choix de ne pas aller sur le même bateau, en se disant, si l'un des deux bateaux coule, il faut quand même que la famille survive. Donc l'un des bateaux va arriver au Maroc, et mon oncle était originaire lui aussi de Fès, et il nous racontait qu'il y avait eu un autre frère qui était parti ailleurs pour la Turquie. Alors j'avoue qu'en petit enfant que j'étais à l'époque, entendre cette histoire ressassée d'année en année commençait à me lasser, jusqu'à ce qu'au cours d'un voyage en Turquie, j'ai rencontré à Istanbul un juif portant le même nom que mon oncle, Serero, et m'ayant raconté exactement la même histoire. J'essaye d'imaginer que c'était finalement les descendants des deux frères. En tout état de cause, les Juifs d'Espagne vont pour beaucoup s'installer au Maroc, alors par exemple à Fès, à Meknès, à Marrakech, à Rabat, également en Algérie, à Tlemcen et à Oran. Et il va se poser une question. Ça va être l'adaptation entre ces deux communautés qui étaient extrêmement différentes, qui n'avaient pas, notamment les Juifs venus d'Espagne, avaient été influencés par la civilisation, par les mentalités, par les connaissances différentes qu'ils avaient, du fait de l'influence chrétienne. Ils avaient également ce qu'ils considéraient comme étant une supériorité intellectuelle et commerciale. Et donc, au fil des ans, on va assister à des oppositions entre ceux que l'on appelait donc les Mengorachim et les Toshavim, les Juifs venus d'Espagne et les Juifs installés au Maroc bien avant l'expulsion.
Pour autant, au Maroc, relativement, même si les deux communautés vont continuer à exister, on n'assiste pas à des oppositions comme il y en a eu par exemple en Tunisie, où à Tunis, je vous le rappelle, il y avait encore jusqu'à la Seconde Guerre mondiale 2 boucheries différentes, l'une pour les Juifs venus, que l'on appelait les Livournais, venus donc d'Europe, d'Italie et d'Espagne, et pour les Juifs qui étaient plus anciennement en Tunisie, de même qu'il y avait peu de mariages mixtes, pardonnez-moi l'expression, et de même qu'il y avait même des cimetières séparés entre les deux communautés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui n'a pas existé à la période, en tout cas au Maroc. Alors j'ai fait le choix, puisque le temps avance, pour vous montrer ce qui moi m'importe dans l'histoire des Juifs de Maroc, une petite galerie de portraits. Finalement des personnages qui moi me paraissent particulièrement inspirants dans l'histoire des Juifs du Maroc. Alors c'est un choix totalement arbitraire, vous m'en excuserez. J'ai choisi 3 ou 4 personnes, je pense que je n'aurai pas le temps de tous les traiter, mais je vous expliquerai en conclusion pourquoi à moi il m'importe. Alors je ne vais même pas le prendre dans l'ordre chronologique, parce que j'aimerais commencer par un personnage qui a été évoqué hier pour ceux qui étaient présents également lors de la conférence de Michel Abitbol. Je vais vous parler du rabbin Mardoché Abisror. Alors le rabbin Mardoché Abisror est pour moi un personnage emblématique qui représente toute la force des Juifs marocains en tant que passeurs de culture. Des gens qui sont finalement à la frontière entre plusieurs mondes, et à l'époque les mondes étaient extrêmement séparés, nous sommes au 19e siècle, et en fait les Juifs du Maroc servaient de lien entre ces différents mondes. Par exemple, j'aurais pu citer un autre personnage qui lui est beaucoup plus ancien au XVIe siècle, Jacob Roti, qui a été le premier diplomate. Il a inventé la fonction de diplomate. C'est un personnage qui a été étudié par l'historienne Nicole Serfati. Je vous renvoie à ses articles sur le sujet. Jacob Roti, c'est un financier. Mais de par ses activités commerciales, c'est lui qui va le premier être un lien entre le sultan et le roi du Portugal. À un moment où le Maroc et le Portugal auraient pu se faire la guerre, et où il va servir de lien entre les deux rois pour parvenir à un accord de paix. Alors, de manière plus intellectuelle, disons, Mardoché Abisror, donc je vous ai déjà parlé de la ville de Akka en introduction, il est originaire de ce village berbère, et Akka, et c'est important pour la suite de l'histoire, c'était une des étapes des caravanes qui faisaient commerce avec le Soudan. Alors, le père de Mardoché est un artisan, bijoutier, qui gagne difficilement de quoi nourrir sa famille, et Mardoché a été évidemment envoyé pour travailler, pour gagner sa vie dès un âge, il a à peine 9 ou 10 ans, et il est envoyé à Marrakech parce que malgré tout on considère qu'il a des capacités intellectuelles plus importantes. Alors vous imaginez un jeune enfant qui a 9 ans et qui va aller de Akka à Marrakech, ne me demandez pas combien de kilomètres ça fait exactement, mais beaucoup, surtout lorsqu'on fait ces kilomètres à pied et que l'on est seul et que l'on n'a que 9 ans. Alors ça a peut-être marqué son caractère pour devenir le grand voyageur qu'il a été, parce qu'alors qu'il n'a que 14 ans, il décide de quitter Marrakech, il va à Tanger, puis à Gibraltar, puis à Marseille, puis à Livourne, puis à Constantinople, puis à Smyrne, et enfin en terre d'Israël, à Jaffa. Il arrive même à Jérusalem, où il est nommé Chazan Shochet et enseignant, et puis il repart aussi vite, il va voyager en Syrie, en Égypte, retourner en Turquie, puis en Algérie, où il va rester un certain nombre d'années, et alors qu'il a quitté le Maroc à l'âge de 14 ans, il va revenir à l'âge de 32 ans au Maroc, donc vous voyez, il a commencé par passer 18 ans en dehors de son pays natal. Il est de retour à Akka dans la famille paternelle. La famille a de très grandes difficultés financières. Il est donc obligé de trouver un gagne-pain. Et donc, il va repartir pour faire notamment le commerce du sel. Et pour cela, il va aller jusqu'à Tombouctou. Et il est probablement le premier juif à s'être installé à Tombouctou et à avoir ouvert un commerce là-bas. Et il va même faire venir sa famille et fonder la première communauté juive à Tombouctou, comme le rappelait hier Michel Abitbol.
Le problème, c'est qu'il a réussi extrêmement bien en tant que commerçant. Il va susciter un certain nombre de jalousies. Il va subir de fausses accusations. Et il est obligé de quitter en catastrophe Tombouctou avec tous les membres de sa famille et de perdre toute sa fortune. Donc il se retrouve à 45 ou 50 ans comme étant en retour à son point de départ à Akka sans le moindre sou vaillant. Et donc là, il va décider de partir en France, il va vivre à Paris quelques années et il va être un objet de curiosité parce qu'il est capable de raconter à des sociétés savantes parisiennes ce qu'est le Maghreb, ce qu'est l'Afrique du Nord. Et à l'époque, il y a encore eu très peu de voyageurs. Et ces récits de voyage sont extrêmement prisés de toutes sortes de sociétés extrêmement savantes. Et c'est avec ces contacts avec ces sociétés savantes que va arriver la période que l'on pourrait qualifier de gloire de Mardochée Abisror, parce qu'il va servir de guide à Charles de Foucauld. Alors Charles de Foucauld, c'est le futur prêtre catholique qui a récemment été béatifié par le pape et dont on a parlé il y a quelques mois. Et Charles de Foucauld va être le premier catholique, le premier Français à faire un voyage d'exploration au Maroc. Et ce voyage d'exploration au Maroc permettra quelques années plus tard l'arrivée de la France au Maroc sous la forme d'un protectorat. Le problème, c'est qu'à l'époque, voyager au Maroc en tant que catholique français est évidemment strictement interdit. Il aurait pu être assassiné. Et donc, il va se déguiser en rabbin juif en compagnie de Mardochée Abisror. Ils vont prétendre être des rabbins venus de Jérusalem pour récolter des fonds auprès des communautés marocaines. Et alors, ils vont visiter Tanger, Fès, Meknès, Demnat, Mogador, Debdou. Et c'est un voyage de 18 mois. Alors, ce voyage est quand même un problème pour Charles de Foucauld parce qu'il va passer 18 mois déguisé en rabbin, mais en fait, Charles de Foucauld est affreusement antisémite. Et il a des commentaires, notamment sur les communautés juives qu'il rencontre, mais également sur Mardochée Abisror, absolument terribles. Les relations entre Mardochée Abisror et Charles de Foucauld sont absolument détestables. Charles de Foucauld va nier après, alors Charles de Foucauld va publier un livre, va avoir véritablement une place extrêmement importante. Il devient un personnage éminent en France et il va passer son temps à nier l'apport de Mardochée Abisror, qui va mourir dans la plus grande misère, totalement oublié du rôle qu'il avait joué. Pour autant, c'est l'exemple pour moi le plus frappant, comme je le disais, de passeur de culture entre la France, le Maroc, les différentes communautés religieuses. Imaginez aussi cet homme qui a vécu dans tellement de pays alors qu'on était en 19e siècle et qu'il n'y avait pas encore d'avion. C'est absolument un personnage incroyable malgré une vie extrêmement difficile. Deuxième personnage qui m'importe, on va retourner quelques années en arrière, 2 siècles en arrière, pour parler d'un rabbin qui est, à mon avis, l'un des rabbins les plus intéressants de par son parcours au Maroc. Je veux parler de Rabbi Yaakov Abensour, qui est né en 1673, et cela n'étonnera personne du choix que je fais, il est né évidemment dans la ville de Fès. Alors, c'est un rabbin qui va connaître finalement l'enseignement traditionnel, qui va être éduqué auprès de son père, qui va étudier également auprès des autres rabbins de Fès, et il est avant tout reconnu par sa très belle écriture, par sa très belle calligraphie. Et c'est quelque chose que l'on retrouve chez beaucoup de rabbins marocains. J'aurais pu parler, je pense que ça a été évoqué dans la soirée de mardi soir, les talents de calligraphe, d'artiste finalement, de Rabbi Yosef Messas étaient absolument incroyables. Il en est de même pour Rabbi Yaakov Abensour, dont les calligraphies sont réputées magnifiques, et il va d'ailleurs devenir Sofer Beddin à Fès, c'est-à-dire que c'est lui qui met en forme et qui rédige les décisions du tribunal rabbinique. C'est ce qui va rester sa spécialité, à tel point qu'il est l'auteur d'un ouvrage sur cette question extrêmement pointue. Il va être nommé Dayan, juge rabbinique, et il va prendre après la présidence du tribunal rabbinique. Mais
Pour autant, alors qu'il a une carrière finalement linéaire, hein, c'est pas du tout ce que je viens de vous raconter pour Mardochée Abisror, les difficultés vont s'amonceler parce que c'est une période d'instabilité politique au Maroc pour toutes sortes de raisons que je ne vous raconterai pas ici. Et ces difficultés politiques vont faire qu'il va être obligé de quitter la ville de Fès parce que tout d'un coup il y a des impôts qui sont imposés à la communauté juive qui sont absolument exorbitants. Il va être condamné à s'exiler à Meknès, puis à Tétouan à cause d'une famine qui avait touché les villes de Fès et de Meknès, et il ne retournera uniquement qu'à la fin de sa vie dans sa ville natale. C'est aussi une vie extrêmement difficile, il ne faut jamais l'oublier, même à quelques siècles de distance, on peut sentir toute la douleur qui existe dans les textes qu'il a publiés. Imaginez-vous qu'il a eu 17 enfants, mais que 16 de ces enfants sont morts de son vivant, extrêmement jeunes. Imaginez, il n'a eu qu'un seul enfant survivant, qui lui-même va prendre sa succession et être également président du tribunal rabbinique de Fès. Et aujourd'hui, si l'on connaît Rabbi Yaakov Abensour, c'est parce qu'il a écrit 400 piyutim, dont certains sont encore chantés aujourd'hui. L'un des plus célèbres, en tout cas celui que j'aime le plus, s'appelle Yona Adana Telechi. Et il a un vocabulaire qui est extrêmement, finalement assez simple, mais qui touche le cœur, qui est extrêmement émouvant, qui pleure évidemment l'exil du peuple juif et qui exprime son attachement à la fois à la terre d'Israël et son espoir de voir reconstruire le temple de Jérusalem. Et ça va être véritablement une dynastie rabbinique. J'aurais pu aussi vous parler un siècle plus tard de Rabbi Raphaël Abensour, lui aussi Avbeddin, qui était aussi à la tête d'une immense bibliothèque. Mais toute cette famille Abensour a été l'une des familles rabbiniques à Fès. Monsieur le Président de séance, j'ai encore combien de temps? Ah, bah voilà, je savais que j'avais dépassé. Alors, je vais accélérer pour parler d'un autre personnage, cette fois-ci beaucoup plus récent, du XXe siècle. Là aussi, un poète absolument incroyable, Rabbi David Bouzaglo, qui a été, selon toute vraisemblance, le plus grand païtal marocain du XXe siècle. Et si son parcours m'intéresse, c'est parce qu'il symbolise finalement la destinée du judaïsme marocain au XXe siècle. Extrêmement attaché à la terre marocaine, il a des textes, il a écrit des centaines et des centaines de poésies, certaines sont en arabe, notamment une extrêmement célèbre après le tremblement de terre d'Agadir, qui est une élégie finalement à la mémoire des victimes, quelle que soit leur religion. Mais c'est également quelqu'un qui avait une vraie vision universaliste, qui était également un grammairien, un spécialiste de l'hébreu, qui a écrit beaucoup de textes qui sont encore chantés. Et ce qui était extrêmement impressionnant, c'est qu'il écrivait des textes en fonction des musiques qu'il entendait à la radio durant la semaine. Il essayait d'attirer les Juifs au Bakashot le Shabbat matin, et pour cela notamment, il composait des poésies en fonction des airs égyptiens qu'il avait entendus à la radio, et promettait à la communauté: vous avez aimé cet air-là cette semaine à la radio, venez l'écouter Shabbat matin à 4 heures, j'aurai composé une poésie en hébreu sur cette thématique. Alors, je vais conclure pour les quelques instants qui me restent en revenant à ma question d'origine. Pourquoi cette identité juive marocaine est tellement importante pour moi? Et il n'y a pas que pour moi, enfin il y a de multiples exemples aujourd'hui de jeunes juifs qui ne sont pas nés au Maroc et qui pour autant voient dans cette expérience quelque chose d'extrêmement important. On peut poser la question de toutes sortes de manières différentes, même si ça revient toujours à peu près à la même chose. Par exemple, que vont chercher tous les touristes juifs, israéliens ou français qui se rendent par dizaines de milliers maintenant chaque année au Maroc? Il y a de multiples réponses, j'en retiens quelques-unes. C'est d'abord, en tout cas pour moi, retrouver mes racines. Mettre des images et des lieux sur tout ce que m'a raconté ma famille. J'ai entendu parler durant toute mon enfance de la ville de Fès. Pouvoir me rendre dans la ville de Fès et voir les lieux, même s'ils ont évidemment énormément changé, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important, bien que, malgré tout, il y ait beaucoup moins de juifs au Maroc aujourd'hui.
quelques milliers seulement. Pour autant, qu'est-ce qui nous importe? Alors, qu'est-ce qui nous importe? L'un des exemples, c'est l'exposition que vous voyez dans cette pièce. Parce qu'au-delà des photos qui sont montrées et qui viennent du fond absolument extraordinaire de la Bibliothèque de l'Alliance, c'est l'histoire de cette exposition qui m'importe. J'ai été contacté à l'époque par celle que vous avez peut-être vue en début de semaine, Zor Erhil, la directrice du musée juif de Casablanca, qui est musulmane. Et elle est venue me voir à Paris avec le directeur de la mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne. J'avoue que quand elle m'a contacté en m'annonçant sa venue avec Youssef Afif, j'étais quand même un peu étonné, d'autant plus que le chemin de Paris à Saint-Étienne passant par Casablanca, c'est un petit peu surprenant. Et pour autant, voir organiser une exposition à la mosquée, dans les locaux de la mosquée, où l'on montre des photos de juifs marocains, je pense que c'est extraordinaire. Et quand, sur 3 jours, j'ai été à Saint-Étienne à ce moment-là, il y a eu des milliers de non-juifs, et en très grande majorité des musulmans, qui sont venus voir cette exposition, je pense que c'est quelque chose qui a de l'importance. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de jeunes m'ont raconté, parce que je faisais les visites guidées de l'exposition, et tous ces jeunes me disaient finalement assez gentiment que j'étais le premier juif qu'ils rencontraient. Donc cela importe. Ce modèle de coexistence qu'il ne faut malgré tout pas idéaliser, ce modèle de coexistence au Maroc, c'est peut-être quelque chose qui a du sens pour nous aujourd'hui en France. Autre chose qui a, à mon avis, beaucoup d'importance, et là c'est extrêmement personnel et j'espère ne choquer personne, c'est le modèle du judaïsme marocain, et notamment le modèle de la pratique religieuse. J'ai l'impression, de par tout ce que j'ai pu étudier, qu'il s'agissait d'un modèle extrêmement inclusif et d'un modèle où la notion de communauté et du fait que tous les membres de cette communauté devaient se retrouver au sein d'un même ensemble était extrêmement important. Finalement, à l'époque au Maroc, et ils avaient à mon avis énormément de chance, on ne divisait pas la communauté en libéraux, massortis, orthodoxes, haredim, sionistes, que sais-je encore. On se contentait d'être juif. C'était suffisamment difficile comme cela à certains moments, et c'était déjà beaucoup. Et je pense que, notamment aujourd'hui en France et en Israël, si on se contentait d'être juif et de ne pas multiplier les étiquettes, ça serait une grande avancée. Et puis il y a un dernier point autour des rabbins, qui au Maroc étaient des rabbins qui vivaient au sein du peuple, qui étaient conscients des difficultés du peuple et qui essayaient d'y faire face. Et alors là, je vais sûrement en choquer certains, mais c'est moi un exemple qui m'a beaucoup frappé il y a 3 ans au début du Covid. Il n'y a pas besoin de rappeler les mauvais souvenirs qu'ont été les premiers mois du Covid, mais vous vous rappelez peut-être de Pessah et du Seder, où nous étions tous les uns et les autres enfermés chez nous, sans avoir la possibilité de rendre visite, notamment aux plus anciens, qui étaient obligés de passer le Seder seul. Et donc il y a eu une question qui a été posée en Israël à des rabbins d'origine marocaine et qui se veulent les descendants de ce judaïsme marocain et de ce modèle rabbinique, notamment à l'un des plus éminents d'entre eux, le Rav Eliyahu Abergel, qui a été le président du tribunal rabbinique de Jérusalem, une autorité incontestée et incontestable, qui a été l'un des principaux disciples de Rabbi Shalom Messas, et à qui on pose la question de cet éloignement de ces anciens qui vont passer le Seder seul et pour qui c'est une souffrance absolument terrible. Rappelez-vous aussi l'ambiance dans laquelle nous étions. Et donc, avec d'autres rabbins, ils ont réfléchi et imaginez-vous qu'ils ont autorisé, sous des contraintes assez particulières, mais qu'ils ont autorisé quand même l'utilisation de Zoom pour le Seder, de manière à ne pas séparer les familles. Et ça, je pense que ce type de décision ne pouvait venir que de rabbins marocains, et je pense, en tout cas pour moi, c'est un extrême modèle de fierté. Je vous remercie. Merci Albert Elava pour cette conférence, Ariel Danan pour cette belle conférence. Il m'a rendu muet. Il m'a rendu muet. Il fallait que je la place. Merci Ariel pour cette très très belle prestation. On apprend toujours beaucoup de choses.
c'est pas parce que sa famille est de Fès que vous avez appris beaucoup de choses, c'est parce qu'il a un mérite aussi personnel et d'être d'abord aussi le fils de son père. Et quand on grandit dans une famille comme la famille de Jules Danan, vous mesurez un peu la transmission, la qualité de la transmission qui se faisait dans ces familles marocaines. Peut-être qu'on peut répondre à une ou deux questions si vous avez le temps. Allez, le professeur, mais une question, pas une conférence. Une question. Allez-y, allez-y. Sans micro ? Sans micro. C'est une question, c'est pas une conférence. Non, une question. C'est le micro. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je voulais dire que les sources arabes, quand ils parlaient de ce problème de contraindre les juifs à se convertir, ils citaient beaucoup Maïmonide, le grand sage universel. Et lui, il qualifie cette période de mihna, malheur, ou bien de imtihan, épreuve. Et l'exhortait à ne pas tomber en fait, dans le piège. À chaque fois qu'on parle donc de départ des Juifs de la péninsule ibérique, à savoir le Portugal actuel et l'Espagne, on ne parlait que de l'immigration vers le sud, on ne parlait pas de l'immigration vers le nord, alors que ça a été relaté dans le récit de voyage de Benjamin en 1159, et qui a recensé d'ailleurs le nombre des Juifs et des synagogues jusqu'à Jérusalem. Et on ne parle pas aussi de la Sicile. Est-ce que parce que la situation de la Sicile était différente, parce qu'elle était gérée par les Normands, qui étaient plutôt un peu plus catholiques que les autres, entre parenthèses. Bien que dans cette région-là, en Sicile, qui a connu plusieurs civilisations, les Arabes, les Turcs, et avant les Normands, etc., donc il y avait une persécution des Juifs fin du XVIe, fin du XVIIe siècle. Et merci beaucoup. On va aller dîner ensemble demain, comme ça on continuera la discussion. Ariel Danan. Alors, juste une très rapide réponse sur le départ des Juifs espagnols. Effectivement, ils ont eu plusieurs destinations. L'Afrique du Nord d'une part, l'Italie d'autre part, mais relativement pour un petit nombre d'entre eux. Certains sont arrivés jusqu'en Hollande notamment, mais finalement les destinations principales, en tout cas au moment de l'expulsion, disons que le premier lieu de transit, ça a été en général soit la Turquie, soit le Portugal, pour une période assez brève, soit l'Afrique du Nord, beaucoup moins les autres pays. Et puis vous faisiez référence à Maïmonide et justement à la contrainte à certaines périodes d'être converti à l'islam, et où il recommandait, lorsque la vie des Juifs était en jeu, de se convertir de manière factice à l'islam. Je pense que c'est l'exemple même de ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, c'est-à-dire cette capacité, alors pas seulement des Juifs marocains, mais du peuple juif en général, à être capable de se relever des pires catastrophes. Et Maïmonide est un exemple de ce judaïsme maghrébin, mais on pourrait en citer effectivement des dizaines et dizaines d'autres exemples qui montrent encore une fois la capacité des Juifs à faire preuve de résilience, même si ce terme a été théorisé beaucoup plus tard que l'expulsion des Juifs d'Espagne. Merci Ariel. Voilà, cette conférence clôt les débats intellectuels de toute cette semaine. Je voudrais dire quelques mots, parce que c'est la dernière soirée intellectuelle des conférences, vous dire que après-demain, il y a Shabbat, un Shabbat plein régional. Pour ceux qui souhaiteraient encore réserver quelques places, vous pouvez faire demain entre 8h30 et midi. Il restera quelques places pour Shabbat. Mais surtout, le grand concert qui va se dérouler dans une salle magnifique. Pour moi qui ai organisé beaucoup de concerts de musique andalouse, c'est la plus belle salle que j'ai vue, qui s'appelle la salle Martin Luther King, qui est à Créteil, qui est vraiment une salle du XXIe siècle, en termes de son, de lumière, de sièges. C'est une salle exceptionnelle. Et qu'elle se trouve à Créteil, c'est une salle qui appartient aux évangélistes, et donc eux font l'échange en grand, et c'est là-bas qu'on fera le concert de musique andalouse.
Ça fait sourire parce que on méconnaît la richesse des évangélistes. Ils ont des structures d'accueil exceptionnelles. Une fois que j'ai dit ça, réservez vos places du concert. Vous pouvez aller sur le site et vous pouvez passer demain. Il reste encore beaucoup de places pour le concert du dimanche soir. Alors voilà une semaine qui se termine. Première leçon qu'on tire, regardez l'exemplarité de la collaboration avec tous les consulats de l'Île-de-France qui étaient présents, sont présents dans toutes les cérémonies, ils étaient là, tous les consuls étaient là, tous nos amis marocains étaient là. Cette collaboration exemplaire s'est déroulée et on l'a vu pas simplement dans les mots, mais on l'a vu dans les actes. C'est tout le temps, et ces Marocains qui se retrouvent juifs et musulmans dans la même perspective, dans la même vision, qui boivent le même thé, les mêmes khringos, les mêmes sphinx, etc. Pour moi, c'était une découverte parce que vous avez remarqué que la générosité de la communauté de Créteil, c'est d'offrir entre tous les modules, comment on appelle ça, les beignets, etc. Voilà, donc c'était une... Mais on ne peut pas terminer une soirée marocaine, une semaine marocaine, simplement sur le plan intellectuel et simplement sur terminer une semaine comme ça simplement sur le plan intellectuel, sur le plan de la musique, et n'oubliez pas le concert, etc. Mais quand même, on peut terminer pour dire vraiment un vibrant hommage à cette équipe de la communauté de Créteil qui s'est donnée tout entière sous la houlette de son président, je ne sais pas où il est, mais de... Vous n'avez pas idée, il n'y a que ceux qui organisent, qui savent combien d'heures, combien de crises de nerfs, combien de patience, combien de coups il faut monter, refaire. Et c'est très important de la coordination. Moi, je tire mon chapeau à cette équipe qui a travaillé, etc. Mais on ne peut pas terminer cette soirée, bien sûr, rendre hommage à cette communauté de Créteil, rendre hommage à tous les consuls, rendre hommage à tous nos amis marocains. On a démontré, s'il le fallait, à toutes les autres communautés. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a dit, en bas, j'étais fatigué, j'étais assis sur le banc, tout seul, et elle est venue, elle me dit, vous travaillez ici, vous? Je lui dis, oui. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je fais le ménage. Alors elle m'a dit, écoutez, il n'y a pas des journées tunisiennes pour nous, il n'y a pas, vous ne faites pas. Donc ça veut dire que l'exemplarité de cette semaine, c'est quelque chose qui a marqué les autres coreligionnaires. Mais on ne peut pas terminer, pour mes amis marocains musulmans, on ne peut pas terminer une semaine comme ça, d'une fusion judéo-marocaine, sans une note d'humour, sans une note... Il faut bien qu'on rigole de notre histoire au Maroc. Alors je vais vous raconter deux histoires qui concernent le judaïsme marocain, la période qui était dure, ce qu'on a vu dans les Gauses et ce qu'on a vu dans les départs vers la Liga. Une des boutades qui était, même trois je vais vous raconter, et une boutade c'était quand ils partaient clandestinement en Israël. On disait aux juifs marocains, surtout ne dis pas que tu vas en Israël. Si on te demande, ils sont venus chez Hasiba et ils ont dit, écoute, demain tu vas passer la douane. Mohamed il va te demander où tu vas, tu lui dis pas Israël, tu lui dis Canada. Oh, ils reviennent l'après-midi, Hasiba dit, non ça va, ça y est, Canada. S'ils me demandent Canada, ils reviennent le soir, ça y est, Baraka. S'ils reviennent, ils disent Canada. Elle passe la frontière. Et Mohamed lui dit, Hasiba, où tu vas? Il dit, moi, Canada. Il dit, oh, le Canada, berde, bzaf. Canada, diana, skhon, bzaf. Et la deuxième histoire, ça, alors c'est l'histoire de la Aliyah. Beaucoup de juifs partaient en bateau. Prenaient le bateau de Marseille et ils partaient en Israël. C'était des traversées qui duraient 10 jours. 10 jours. Et les familles marocaines venaient avec leurs petites valises. Ils amenaient même la planche, je ne sais pas comment on appelle cette planche où on lavait le linge. La haraka. La haraka. Felaka.
Alors, c'était, les familles prenaient, ils avaient 10 enfants, des marmites, des trucs, ils montaient sur le bateau. Et le capitaine du bateau leur dit, écoutez, on va traverser une zone de turbulence. Donc, quand je vous dirai à bâbord, tout le monde, vous prenez vos affaires, vous passez devant le bateau. Et quand je vous dirai à tribord, vous retournez à l'arrière du bateau. Et tout le voyage s'est passé avec Moshe et ses enfants, ses 10 enfants, etc., à bâbord. Il prenait sa femme et ses 10 enfants, il allait devant le bateau, à tribord, il revenait, etc. Ça a duré 10 jours comme ça. Ils arrivent au port de Haïfa, et son frère l'attendait. Il lui dit, ah Moshe, comment tu as passé le voyage? Il dit, qu'est-ce que tu veux, Zina ala Rajdina. On est venu à pied. Attends. Chers amis, attends. Regardez. Là, vous avez découvert en fait Rafi, l'intello, qui est maintenant conteur d'histoire, mais c'est à moi de le remercier. Parce qu'un projet aussi ambitieux, je ne pouvais le faire qu'accompagné de mon cher Rafi. C'est vrai que je voudrais aussi remercier mon assistante de 35 ans, Catherine, qui a été patiente, en dehors des horaires du bureau, de nous aider à préparer ce programme, à de le réaliser, la partie graphique, et qu'il fallait changer en fonction des intervenants, des horaires, et je voudrais vraiment elle n'est pas là, mais qu'on l'applaudisse bien fort. Elle n'est pas juive, elle n'est pas marocaine, elle est normande, mais vraiment, elle a une grande patience de me supporter depuis 35 ans. Et vraiment, je tenais à lui rendre hommage ce soir. Donc, ceux qui la connaissent, comme Mouna, comme tout le monde, lui transmettront qu'on a une pensée pour elle. Et vraiment, clôturer avec notre cher ami Ariel Danan, ça me réchauffe le cœur. Vraiment. En tous les cas, c'était une semaine réussie, riche. Et en plus, c'est pas seulement d'abord de culture, et surtout de relier des liens et de tisser des liens d'amitié qu'on sait qu'on peut. Aujourd'hui, du 91, du 77, du 94, du 75, n'oublions pas nos racines, comme on l'a démontré cette semaine, mais de retrouver cette symbiose. Et écoutez-moi, chers amis, c'est important ce que je vais dire. Ou des moments, je ne suis pas politicien, mais je suis un élu et je suis partie de la société civile. Mais avoir aujourd'hui qu'on serve cette semaine de petites brides pour le réchauffement des relations franco-marocaines. C'est par ce biais, vraiment, parfois il faudrait un petit détonateur, que des réussites comme ça, et comme vous le verrez lundi soir, dimanche soir, pour ceux qui se sont inscrits, participer à ce concert, on a tout fait pour inviter les pouvoirs publics, pour que ces pouvoirs publics soient nos ambassadeurs auprès des hautes autorités de l'État. Il y aura le représentant de l'État pour que les relations amicales puissent se réchauffer. Alors, chers amis, on n'a pas terminé, on a commencé avec un couscous, mais on était tellement au Maroc, j'ai dit ce soir, on va en voyager en Asie, donc c'est un menu chinois. Mais je ne peux pas ne pas remercier, et je sais que le message est passé, les consuls sont partis, mais remercier Sa Majesté le Roi, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Avoir le haut patronage du roi, on ne pouvait pas du tout échapper à cette réussite, vraiment ce défi qu'on s'est lancé, Rafi, tous les deux. Il m'a dit, tu crois qu'on est capable? J'ai dit, on ne sera pas dans les gauzes, on va arriver à bord, et on est arrivé. On y a une pensée. Alors on va terminer, chers amis, des rabbins ont récité à l'ouverture solennelle la prière de Sa Majesté. Là, on va demander à la technique que je salue, parce que vraiment, on peut être de bons généraux, si on n'a pas de bons soldats, l'armée, c'est fiasco, ça, c'est voilà, c'est là. Alors, je tiens à les saluer. Chers amis, j'ai assisté, vous étiez amoureux de votre femme. Elle est où? Elle est où? Parce que ça m'a rappelé ma jeunesse. En salle de cinéma, on s'enlaçait, on s'embrassait. J'étais mal à l'aise, mais j'ai dit voilà, il faut y aller. Alors on va, s'il vous plaît, écouter l'hymne national marocain. On se met debout, s'il vous plaît.